Bonsoir à toutes et à tous, mes chers collègues, chers boisséens. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Conformément à l'usage, je procède à l'appel des présents. Madame Evelyne Noury. Présente. Monsieur Fabrice Nicolas. Madame Muriel Ferry. Monsieur Michel Barthès. Madame Odile Bernardi. Monsieur Pierre Chavigné. Présent. Madame Jacqueline Pichon est représentée par moi-même. Monsieur Thierry Vasse. Présent. Madame Touria Afiane. Madame Claire Gassman. Présente. Monsieur Stéphane Maugan est représenté par Monsieur Pierre Chavigné. Monsieur Zouir Agachaoui va arriver. Madame Claire Chauchard. Monsieur Éric Morgenthaler est représenté par Madame Touria Afiane. Monsieur Adama Sissoko. Monsieur Jacques Gengou. Monsieur Bakary Diabira est représenté par Madame Odile Bernardi, Madame Amel Naïtamara. Je suis tombé dans le trou. Monsieur Agachoui arrive juste présent. Monsieur Ludovic Normand. Madame Evelyne Beaumont. Monsieur Thaïlan Tuzlu est représenté par Monsieur Michel Barthès. Madame Martine Clashbaum est représentée par Monsieur Ludovic Normand. Madame Irène Doé va arriver, mais elle est représentée par Madame Evelyne Noury en attendant. Monsieur Guillaume Chevrier. Madame Laure Thibault. Monsieur Monsef Jandoubi. Madame Claire de Souza. Monsieur Christophe Fogel est représenté par Madame Claire de Souza précisément. Monsieur Fabrice Ngaliema. Madame Ingrid Citerne est absente. Monsieur Christian Larger et Madame Pascale Issel. Le quorum étant atteint et la feuille de présence continuant de circuler parmi vous, mes chers collègues, on peut d'ores et déjà attaquer nos travaux en commençant par désigner une secrétaire de séance. Je crois que c'est Madame Bernardi qui se propose. Ainsi, il en est acté. On commence par l'approbation de notre procès-verbal du dernier conseil du 28 mars 2024, conséquent en nombre de pages compte tenu du vote du budget. J'espère que vous l'avez tous lu. Je ne vous promets pas une interrogation écrite, mais par contre, si vous avez des remarques, des observations, je suis prêt à les entendre et à essayer d'y répondre. Est-ce que vous avez des remarques? Non? Pas de remarques, pas d'observations. Je vous propose de le soumettre à votre vote en l'état. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? 1, 2, 3, 4 avec le pouvoir, 5, 6 abstentions. Merci. Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Ensuite, suivant la tradition, vous avez la liste des décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation que m'a confié le conseil municipal. Est-ce que l'une ou l'autre, bonsoir Madame Doé, bienvenue. Est-ce que l'une ou l'autre de ces questions, de ces décisions, suppose des questions de votre part? Pas de questions. Donc vous me donnez acte de la communication de l'ensemble de ces éléments. Je vous apporte une toute petite précision sur la décision 2024-055. La location non meublée d'un logement communal, c'est la première ligne de la dernière page normalement. Le montant, c'est 373,50 €. Pour la parfaite information de tout le monde. Vous avez également les décisions, pardonnez-moi, prises par les différents conseils de territoire entre le 31 janvier et le 26 mars. Longue liste pour lesquelles vous avez notamment à l'intérieur un certain nombre de renonciations de l'exercice du droit de préemption. Comme à chaque fois, ce sont des ventes de biens particuliers qui présentent aucun intérêt pour la collectivité et pour lesquels le territoire l'a fait savoir aux vendeurs. Est-ce qu'il y aurait d'autres points qui supposeraient des questions de votre part? Non. Très bien, j'en viens donc
à l'exposé du maire qui me permet de vous donner un certain nombre d'informations sur la vie de notre commune. Je souhaite dans un premier temps partager avec vous des remerciements pour le soutien financier et les subventions que nous avons obtenus et vous rendre compte, comme j'en ai l'habitude, des retours reçus sur certaines de nos demandes de subventions. Tout d'abord, l'Académie de Créteil, qui vient de nous attribuer pour l'année scolaire 2021-2022, ça peut vous paraître tard, mais je vais m'en expliquer, un accompagnement financier de 127 045,77 € pour nous soutenir dans l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans. Cette aide nous avait, dans un premier temps, été refusée par les services de l'État. Et c'est grâce à la ténacité et à l'abnégation de notre directrice des finances, Aline Kelly, que je tiens à remercier chaleureusement et publiquement ce soir, que nous sommes parvenus à ce que l'Éducation nationale nous règle notre dû et revoie sa position pour nous verser cette somme qui vient de nous être notifiée. Je suis heureux aussi de vous annoncer, de remercier en votre nom à tous, que le Conseil régional d'Île-de-France a accordé une subvention d'1 250 000 € pour le financement des études sur le réaménagement de la route nationale 19 en 2 fois 2 voies entre Boissy-Saint-Léger et la Francilienne. Et par ailleurs, je vous informe qu'une réunion de tous les acteurs de ce dossier s'est tenue en préfecture le 30 avril dernier pour faire le point sur les études d'opportunité et examiner avec toutes les parties prenantes les 3 scénarios proposés par l'État au terme de ce travail concernant précisément ce prolongement de la déviation de Boissy-Saint-Léger jusqu'à la Francilienne. Enfin, vous informer que j'ai proposé en juin d'accueillir ici à Boissy-Saint-Léger une réunion de tous les maires des villes riveraines de l'association de la RN 19 que j'ai présidée pendant de longues années pour tenter de trouver un consensus sur un des tracés proposés pour nous retourner d'une seule voie vers l'État. Enfin, partager avec vous des remerciements reçus de la part de l'Église protestante unie de France pour notre soutien logistique dans la préparation et pour la réussite du festival Terre d'Espérance. Je souhaite remercier tout particulièrement nos services techniques et la direction de l'action culturelle pour leur implication exemplaire, saluée précisément dans le courrier de remerciement reçu ce 22 avril dernier. Ensuite, vous faire part des points d'avancement des travaux et projets locaux. Vous dire que je suis ravi de vous annoncer que les travaux de rénovation du boulevard Léon Révillon sont achevés avec près de 2 mois d'avance sur le planning initial. Cette transformation majeure inclut la réflexion complète de l'assainissement, de l'éclairage public et de la voirie, facilitant ainsi la mobilité pour tous. Les trottoirs remis à neuf, la piste cyclable protégée et l'enfouissement de tous les réseaux contribuent à transformer l'espace public et à une amélioration notable du cadre de vie des Boisséens en améliorant la sécurité de tous les usagers, notamment les personnes à mobilité réduite. Une installation, une infrastructure de recharge de véhicules électriques a été implantée en face de la mairie avec un double poste de recharge pour les véhicules qui permet d'offrir un nouveau service. Ensuite, vous faire part de l'inauguration de la micro-crèche Bulle de Crèche, puisqu'à l'invitation du porteur de projet, nous avons récemment inauguré cette micro-crèche au Bois-Clary, un projet exemplaire démontrant notre engagement vers le développement et le bien-être de nos plus jeunes citoyens. Cette nouvelle structure offre 12 places et un environnement enrichissant et sécurisant pour les enfants et renforce notre objectif de rendre Boissy-Saint-Léger toujours plus accueillante pour les villes
pour les familles, pardonnez-moi, et grâce au changement de destination du bâtiment que j'ai accepté, d'offrir un nouveau service public dans ce quartier du Bois-Clary. Ensuite, vous faire un rapide retour sur l'accueil de la délégation allemande que nous avons eu le plaisir d'accueillir du 3 au 5 mai, une importante délégation de nos amis de Lauda Königshofen, renforçant ainsi nos liens d'amitié et de coopération qu'on entretient depuis de nombreuses années. Leur visite à Boissy-Saint-Léger, cette fois-ci, coïncidait avec la 11e édition de la course pour Clara, à laquelle ils ont massivement participé. Et nos amis allemands se sont également illustrés en faisant un don à l'association Clara Faery de 1070 €. Nous les en remercions donc chaleureusement. Et puis pour terminer ce court exposé, vous faire aussi un retour sur les journées d'accès au droit, puisque je suis fier de vous dire que les journées d'accès au droit organisées au centre social entre le 17 et le 19 avril en collaboration avec la Caisse d'allocation familiale du Val-de-Marne ont été une vraie réussite, avec plus de 150 personnes reçues sur les 3 jours. Cette initiative, la première dans notre département du Val-de-Marne de ce type, et qui fait déjà des émules dans d'autres villes qui se sont positionnées pour faire la même chose, vise à simplifier les démarches administratives et à améliorer l'accès aux prestations sociales pour tous les Boisséens qui ont été accompagnés pour monter leur dossier et faire valoir leurs droits. Et donc je m'en réjouis avec vous et souhaitais vous faire part de ces excellents résultats dont se réjouit la CAF et nous-mêmes. Nous en venons ensuite au point propre de l'ordre du jour, aux délibérations, avec la première d'entre elles qui propose la création d'une réserve communale de sécurité civile. En effet, l'autorité municipale, pour se faire aider dans l'exercice de ses missions, se voit dans la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 offrir la possibilité de créer une réserve citoyenne fondée sur les principes du bénévolat et placée sous l'autorité du maire. Ça reste l'État qui est bien sûr garant de la sécurité civile au plan national. Néanmoins, les villes jouent un rôle essentiel dans l'information et l'alerte des populations en situation de crise, le soutien aux sinistrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une vie qualifiée de normale. La mise en place de cette réserve est au cœur des démarches qu'on veut de plus en plus participatives et de développement citoyen souhaité et porté par notre municipalité, et rentre, qui plus est, parfaitement en complémentarité avec le plan communal de sauvegarde que nous avons récemment approuvé. Cette réserve a pour objet de participer au soutien à l'assistance des populations, à l'appui logistique, au rétablissement des activités et à la préparation de la population face aux risques auxquels elle est confrontée. Ces derniers peuvent être sollicités ponctuellement par les services de la ville lors de manifestations publiques ou à l'occasion d'opérations de sensibilisation, de prévention ou d'amélioration du cadre de vie de la population et bien entendu être sollicités en cas de crise ou de déclenchement du plan communal de sauvegarde. Bien sûr, cette réserve ne vise en aucune manière à se substituer ou à concurrencer un quelconque service public de secours ou d'urgence, vous vous en doutez. De la même manière, son action est complémentaire et respectueuse des services municipaux et des autres instances de participation citoyenne. Je pense à la Croix-Rouge, à la Protection civile et à toutes les institutions qui peuvent eux aussi jouer un rôle essentiel dans ce domaine. La réserve communale de sécurité civile est accessible aux citoyens qui disposent des capacités et compétences nécessaires et qui répondent à un certain nombre de critères. Il faut habiter Boissy-Saint-Léger, bien sûr. Il faut être âgé d'au moins 18 ans,
être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, ou bien posséder un titre de séjour en cours de validité et datant de plus de 10 ans. Il faut jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire, au bulletin numéro 3 de ce casier judiciaire. Les candidats qui seraient intéressés vont devoir faire acte de candidature en remplissant un petit dossier qui devra être adressé au maire pour examen. Et chaque candidat fera l'objet d'une formation initiale et d'une formation complémentaire chaque année. On peut citer à titre d'exemple une initiation aux transmissions radio, des missions de soutien aux populations, une formation à sécurité et au balisage en période de crise, les matériels d'intervention, les matériels de soutien et comment on renforce un poste de commandement communal. Considérant d'apporter la meilleure réponse possible en matière, la meilleure réponse communale possible en situation de crise, il vous est donc proposé ce soir d'approuver le principe de la création de cette réserve communale de sécurité civile, dont il nous appartiendra par ailleurs d'établir un règlement intérieur et par arrêté municipal. La ville souhaite créer cette réserve communale de sécurité. Il est demandé donc aux membres du Conseil d'approuver cette création. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Monsieur Ngaliema, vous avez la parole, si j'arrive à vous la donner. Je souhaiterais savoir si vous avez défini les missions spécifiques que vous souhaitez confier aux personnes qui seraient éventuellement retenues dans le cadre de ce dispositif. Les missions, ou vous resterez sur une vocation générale comme les missions sont clairement définies dans la loi, je les ai énumérées. Bien sûr, je peux les rappeler à nouveau si nécessaire. Vous avez évoqué la portée générale de ce que peuvent faire les réservistes communs dans le cadre de ce dispositif, mais chaque territoire a ses réalités et j'imagine que les personnes doivent être formées en fonction des attentes que les villes ont sur leurs réservistes. Donc, est-ce que vous souhaitez juste mettre en place ce dispositif sans avoir une vision précise sur des missions que vous pouvez leur confier, ou vous avez défini effectivement des axes ou des besoins sur lesquels on peut attendre ce type de personnes? Je le redis, les choses sont fixées et limitées dans la loi. J'ai clairement indiqué que les missions se limitaient à la participation, au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, c'est général. Au rétablissement des activités, à la préparation de la population, donc à des actions d'information préalables à des événements indésirables, face aux risques, mais pas face à tous les risques. La réserve de sécurité civile, en cas d'émeute, n'a rien à voir et n'a rien à faire. Par contre, si demain il y a une inondation dans Boissy-Saint-Léger, je pense à ça parce qu'il y avait 2 cm d'eau hier matin dans le bureau de mon assistante et dans mon bureau à la suite des orages de dimanche. Si demain une partie de la ville se trouvait inondée du fait de phénomènes météorologiques, alors il nous aiderait au plan logistique, au plan alerte de la population, ce qui a été clairement indiqué dans la note de présentation, et c'est limité à ça. J'ai bien dit qu'en aucune manière cette réserve communale de sécurité civile n'avait vocation à se concurrencer ou à se substituer aux services publics existants. Donc comprend qui peut comprendre, mais c'est clair. Et on ne va pas embarquer cette réserve dont on ignore si on aura plutôt 10 volontaires, 20 volontaires ou 50 volontaires, dans des missions qui ne sont pas définies dans la loi. La réponse est claire, on se limitera au cadre juridique défini dans la loi. Donc vous la créez sans savoir quoi en faire? Je n'ai pas dit ça. Maintenant, si vous voulez penser ça, Monsieur Ngaliema, libre à vous.
Je vous Mais ai je n'ai pas demandé dit ça. qu'est-ce que vous attendez Si c'est d'eux. tout ce que vous avez retenu, j'en suis navré. Non, Désolé pour vous, monsieur Je vous demande simplement qu'est-ce que vous attendez d'eux. Vous me définissez toutes les missions. J'attends d'eux un soutien aux populations, une aide logistique, tout ce que j'ai dit. Pas de souci. J'attends rien de plus. J'attends pas d'eux qu'ils fassent des miracles et qu'ils se substituent aux services publics existants, aux services de sécurité ou de secours, dont chacun sait ici que c'est une compétence régalienne de l'État. D'autres questions, mes chers collègues? Claire? Merci. Peut-être juste rajouter que Monsieur le maire a indiqué quelles étaient la nature des formations que devaient suivre ces volontaires de la réserve civile, et ça donne une idée de l'emploi et de l'activité qu'ils seraient amenés à faire. On est dans l'anticipation de situations de crise. Et donc, dans une situation de crise, il y a de la communication, de la logistique, enfin, on voit le balisage, la transmission radio. Et en fonction de la nature de la crise, peut-être qu'ils seront affectés à des tâches diverses. Je crois qu'il est surtout pas nécessaire de préciser le cadre qui a été donné et qui laisse à penser à quoi pourrait être utilisés ces volontaires. Je vais peut-être préciser ma question, peut-être qu'effectivement, je pense qu'on ne s'est pas compris. L'idée, c'est réellement de savoir, parce que comme vous l'avez dit, il y aura des formations qui seront faites en amont, et forcément, vu l'éventail des formations que peut y avoir, on ne va pas les former à tout, j'imagine. Il y aura des formations qui seront données en fonction de ce qu'on attend de ces personnes. Vous n'allez pas les former à toutes des formations qui peuvent être faites dans le cadre de ce dispositif. Partant de ce principe, est-ce que vous avez identifié? Ce n'était pas une question polémique, c'était une question de savoir est-ce qu'on a identifié un besoin ou on crée ce dispositif parce qu'il existe et après on verra dans quelle mesure on va pouvoir orienter ce dispositif. La question était simplement celle-là. Là encore, ne vous excusez pas, Monsieur Ngaliema, tout le monde a le droit de s'exprimer autour de cette noble assemblée. Dans cette noble assemblée. Je vous redonne même une deuxième fois la parole. Vous voyez ma grande gratitude. Merci. Là encore, en termes de formation, j'ai clairement indiqué sur quels éléments ces personnes seront formées. La sécurité et le balisage. Comment on balise une zone de risque ou de danger. Les missions de soutien aux populations. Soutien, alerte à la population. Quel type de message on délivre, dans quelles circonstances, aux habitants en faisant du porte-à-porte pour aller les prévenir s'il n'y a plus de téléphone, s'il n'y a plus d'électricité. Les matériels d'intervention, qu'est-ce qu'on utilise? On ne vient pas avec une batte de baseball ou avec une lance à incendie, ce n'est pas notre boulot. Les matériels de soutien, le renfort d'un poste de commandement communal. S'il faut faire un phoning à 800 personnes dans la journée, si on est 40 à faire le phoning, ça fait 20 appels chacun. Si on n'est que 10, ça fait 80 appels chacun. Et donc, bien sûr que ça a une utilité. Et puis, une initiation aux transmissions radio. Comment on utilise une radio et comment on transmet un message pour informer de ce qu'on voit sur le terrain, le poste de commandement communal, le PCC. Voilà, c'est exactement de manière exhaustive les domaines dans lesquels, et tout ça ne va pas se faire en une année, ça va s'étaler dans le temps. Chaque année, on va prendre un item ou 2 items et petit à petit, dans la durée, former les gens qui vont vouloir s'impliquer bénévolement dans cette mission de la réserve communale de sécurité civile. Pour le coup, s'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, merci. Je donne ensuite la parole à Madame la maire adjointe chargée des ressources humaines, qui est la rapporteure du point numéro 6, concernant le versement d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle aux agents communaux. Evelyne. Pardon. Voilà, c'est fait.
La loi du 16 août C'est bon. La loi du 16 août 2022 portait en mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Le gouvernement a proposé la création d'un dispositif de prime de pouvoir d'achat exceptionnel pour les agents publics. Il faut savoir qu'au sein de la commune, nous avions déjà un peu anticipé les choses, puisque ça a fait l'objet déjà d'une négociation avec les représentants du personnel depuis plusieurs années, que nous avions par exemple revu la revalorisation du régime indemnitaire, avec une augmentation de 50 € net par mois, soit 600 € net par mois pour les agents par an pour les agents présents depuis janvier 2022, l'amélioration des avantages sociaux, notamment avec l'adhésion aux classes, la pérennisation des emplois en mettant un certain nombre d'agents en stage de façon à pouvoir les titulariser s'ils donnaient satisfaction, et un forfait mobilité durable pour la prise en charge d'un vélo électrique ou le covoiturage. Nous avions combiné à ça, bien sûr, les mesures que nous avait demandé de mettre en place le gouvernement, avec une prime d'inflation, la revalorisation de la valeur du point d'indice, la hausse de 5 points d'indice et l'augmentation du remboursement des transports en commun pour les agents. Pour permettre le versement de cette prime exceptionnelle liée au pouvoir d'achat, il nous est demandé de pouvoir prendre une décision avant le 30 juin 2024, ce que nous allons donc pouvoir faire ce soir. Le périmètre des bénéficiaires, c'est les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents qui sont contractuels du droit public et les assistants maternels, puisque nous avons un certain nombre d'assistants maternels qui font partie de nos agents sur la ville. Sont exclus, vous avez la liste, les agents contractuels du droit privé, les vacataires, les apprentis, les stagiaires gratifiés et les personnels éligibles à la prime de partage de la valeur prévue par la loi. La condition de versement, c'est d'avoir été nommé ou recruté à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023 et avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 € au titre de la période courante du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Et bien sûr, être employé et rémunéré par un employeur public. La rémunération prise en compte est celle perçue sur la période courante. Le montant et le versement, vous avez effectivement le tableau, puisque le montant a été proportionnel au salaire perçu par les agents. Et il faut savoir aussi que le montant de cette prime est proportion de la quotité de travail des agents, c'est-à-dire que les agents qui travaillent à temps partiel perceront la prime en fonction de leur temps de travail. Pour cela, nous devons donc légiférer ce soir, les libérer ce soir, de façon à ce que les agents puissent l'apercevoir sur le salaire du mois de juin. Il faut savoir que la commission AGF a émis un avis favorable le 14 mai et que le comité, le CST exceptionnel qui a eu lieu le 17 mai, a aussi émis un avis favorable à la majorité. Voilà, monsieur le maire. Voilà. Auriez-vous des questions? C'est la fameuse prime Macron pour laquelle l'État avait décidé de verser aux fonctionnaires d'État et aux fonctionnaires hospitaliers en se tournant vers les collectivités et en disant vous pouvez le faire, mais avec vos sous. Donc c'est avec nos sous qu'on va financer cette partie de prime qu'on a décidé de verser aux agents. Question? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci pour eux. Alors, nous souhaitons ensuite solliciter le Conseil pour approuver un protocole d'intervention entre la ville et la CIFAE pour lutter contre la dégradation du tissu pavillonnaire quand elle existe. La CIFAE est une société par action simplifiée, équivalente à un établissement public et comparable à l'établissement public d'Île-de-France, à l'EPFIF, qui a été créé le 5 février 2021 pour accompagner les collectivités dans la lutte contre les marchands de sommeil. La CIFAE intervient aux côtés des collectivités pour requalifier des parties de secteurs pavillonnaires dégradés par le développement d'une offre de logement qui corresponde aux besoins locaux, avec pour objectif de participer à la requalification
de l'habitat dégradé en complément d'une action publique globale qui est constituée par plusieurs outils, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, le permis de louer, les préemptions, qui sont autant d'outils à disposition des collectivités pour travailler là-dessus, sur le secteur pavillonnaire, pour aboutir à une offre de logements de qualité et abordable à destination de la possibilité des ménages, donc des ménages modestes notamment, et des salariés, et afin de tenter d'enrayer un développement anarchique en fixant des objectifs de diversification qui correspondent aux besoins locaux en complément de l'offre d'habitat existante. La CIFAE peut intervenir de plusieurs manières. C'est toujours des acquisitions de gré à gré, hein, il n'y a jamais de préemption. Donc elle peut acquérir des pavillons qui sont dégradés ou devenus indignes, les transformer en y réalisant des travaux d'amélioration ou procéder à un changement de statut pour ensuite les revendre, soit à des ménages, soit à des opérateurs pour une gestion pérenne. Acquérir des biens et des parcelles, c'est la deuxième manière dont elle peut procéder pour y développer des petits programmes d'habitat correspondant aux besoins du territoire, notamment par une densification raisonnée, cohérente avec le caractère pavillonnaire des secteurs. Donc il ne s'agit pas de construire des immeubles au milieu des pavillons. Et troisième manière d'intervenir, dans l'accompagnement des collectivités dans leurs actions de lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil, par la mise en place d'une démarche de veille et de repérage des biens qui peuvent être visés par ces mesures. Et dernière manière de venir en appui des collectivités, c'est d'être un partenaire aux côtés des villes sur des programmes de requalification de l'habitat en secteur pavillonnaire, en nous aidant à mobiliser les financements, en incitant les propriétaires privés pour la réalisation de ces travaux. Qu'est-ce que nous, à Boissy, on peut raisonnablement attendre de ce type de partenariat? On peut espérer que ça contribuera à limiter les mises en location de logements de mauvaise qualité, voire indécents, créés par la division à l'intérieur d'un pavillon en plusieurs logements, que ça participera de la réduction de la part des propriétés privées qui sont indignes ou en voie de le devenir, et contribuer à réhabiliter durablement le parc individuel de logements. On espère que ça permettra d'améliorer les performances énergétiques du parc de logements et ainsi lutter contre la précarité énergétique. On espère que ça permettra d'adapter le parc individuel au vieillissement et aux nouveaux usages, et que ça permettra de créer une offre de logement abordable par la transformation de pavillons ou leur démolition-reconstruction, en privilégiant les orientations stratégiques qui sont inscrites dans le plan local d'urbanisme intercommunal dans notre PLUI, qui permet de créer les conditions du développement d'une offre en accession à la propriété à prix maîtrisé et sécurisé. Et ensuite, dernière vertu de cet outil, c'est de limiter la spéculation foncière qui permet quelquefois l'arrivée de propriétaires indélicats dans un secteur où les prix ont une tendance à la hausse, et c'est bien notre cas à Boissy-Saint-Léger, compte tenu de la présence du RER, des transports, d'un réseau routier conséquent et du dynamisme de la ville. On a des prix de l'immobilier qui ont tendance à monter, donc on peut être exposé à ce type de propriétaire indélicat qui fait de la spéculation foncière. Du coup, vous indiquez que la Commission des affaires techniques, urbanistes, travaux, voirie, environnement a émis un avis favorable le 14 mai, et il est demandé aux membres du Conseil ce soir d'approuver le protocole d'intervention et d'autoriser Monsieur le maire à le signer avec la CIFAE. Voilà ce que je peux vous dire. On vous a adressé la copie complète du protocole en toute transparence pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise entre nous. Avez-vous des questions, des demandes d'intervention?
Madame de Souza, nous vous écoutons. Oui, merci. Je vais reprendre un petit peu effectivement ce que j'avais dit lors de la commission des affaires techniques, pour laquelle effectivement j'avais mis une réserve sur ce point à l'ordre du jour. J'ai bien relu les documents que vous nous avez transmis, je me suis documentée. Je conserve quand même mes craintes par rapport à ce partenariat. D'une part, je constate que cet organisme travaille essentiellement quand même avec des communes où effectivement il est constaté un habitat dégradé indigne, mais très très important. Très dégradé. Voilà, je ne pense pas que Boissy est encore dans cette configuration et je ne le souhaite pas, et tant mieux. Ce qui n'empêche pas qu'effectivement, il faut peut-être prévoir certaines situations, mais quand même, quand on regarde leur cartographie des villes pour lesquelles ils interviennent, ce sont des villes qui rencontrent vraiment de grandes difficultés. Il y a des partenariats aussi avec des territoires, puisque certains territoires ont la compétence. GPESEA, c'est le cas. Donc pourquoi aussi, et ça c'est pas une question que j'avais posée à la commission, si GPESEA fait appel à eux, pourquoi nous indépendamment on fait appel à eux? Est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes champs d'intervention? Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, j'entends qu'effectivement, il n'est pas question de construire un immeuble entre deux pavillons. Ça, je comprends bien qu'un tissu pavillonnaire, il doit quand même être préservé. Et notre PLU ne le permettrait pas, d'ailleurs. Pour autant, ils mettent bien en avant que, effectivement, c'est pour lutter aussi contre ces divisions pavillonnaires. Et moi, je le répète, je pense que ces divisions pavillonnaires, on avait des moyens au préalable quand même si on n'a pas tous les moyens dans notre PLU, on a des moyens de pouvoir limiter ce genre de choses. Donc, voilà, je reste quand même très réservée sur ce partenariat, d'autant plus que les deux actionnaires de cet organisme mettent en avant quand même des objectifs de construction, certes, comme ils disent, en densification raisonnée, mais bon, tout dépend ce qu'on entend de la densification raisonnée. On n'a pas tous la même interprétation. Et puis, donc, ils mettent en avant quand même un pourcentage conséquent de densification raisonnée et de transformation en logements sociaux, même en tissu pavillonnaire. Il me semble que Boissy a quand même un pourcentage non négligeable. Et c'est pour ces raisons-là que je vous l'ai dit en commission, et d'autant plus après m'être documenté, que je maintiens mes réserves. Voilà. Je comprends vos réserves, peut-être vous donner un certain nombre d'éléments de réponse. D'abord, GPESEA, s'il a une compétence générale sur l'aménagement, n'a pas la compétence pour la lutte contre l'habitat indigne, qui reste le fait des communes. De deuxième part, vous avez raison, on n'a pas massivement à Boissy-Saint-Léger, comme dans certaines villes, notamment de Seine-Saint-Denis, d'habitat dégradé. Mais ne croyez pas, vous avez sous les yeux quelques éléments, il n'y en a pas beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une main, mais il y a probablement 4 ou 5 endroits où on est typiquement dans cette situation d'habitat dégradé. Et comme quand les gens sont propriétaires de quelque chose, ils ont la liberté de le vendre, on est confronté en ce moment à un cas d'un habitat très dégradé en plein centre-ville, dont les propriétaires sont en train de tenter de faire un coup financier et de vendre à un investisseur peut-être indélicat qui va du coup derrière entasser des gens dans des chambres. Et donc il y a quelques cas comme ça à Boissy qui mériteraient d'être traités, et je vous jure que le bien auquel je pense, et je ne peux pas vous donner l'adresse précise pour ne dénoncer personne, moi j'ai qu'une trouille, c'est qu'un jour ça s'écroule sur les gens qui habitent là-dedans. Donc on a même pris un arrêté de péril non évident sur ce bien. Donc on a bien des outils, mais quand vous voyez que des gens déposent un permis de construire, qu'ils obtiennent un arrêté leur permettant de construire X mètres carrés de telle manière, à tant de distance par rapport aux voisins, à tant de hauteur, en respectant les règles du PLU.
et que des gens sont capables de vous construire un truc qui n'a rien à voir avec l'arrêté de permis de construire, et que malgré l'action de la municipalité, la mise en demeure de cesser immédiatement les travaux, la saisie du procureur de la République, le dépôt d'une plainte au pénal, le type il s'en sort avec un simple rappel à la loi et que personne ne l'oblige à déconstruire ce qu'il a illégalement construit, la justice est encombrée de dossiers et aujourd'hui on est sidéré de voir que le maire fait son boulot, les maires font leur boulot, saisissent la justice, font les constatations, interpellent, mettent en demeure, et que malgré ça, les gens peuvent faire n'importe quoi. Et donc, moi je dis que ça, c'est un outil dont on se réjouira. Il nous appartiendra de vous démontrer, pour lever vos craintes, Madame de Souza, que je peux comprendre, il nous appartiendra dans la durée de vous apporter l'assurance qu'on utilise de manière pertinente cet outil à dose homéopathique, là où il y a besoin, quand il y a besoin, et seulement cela. Voilà ce que je voulais vous dire pour partager avec vous la philosophie dans laquelle je propose de s'engager dans cette voie, et je vous redonne la parole puisque je vois que vous la réclamez. Justement, vous parliez d'arrêté de mise en péril. Je me souviens d'une situation rue de Paris, d'une bâtisse plutôt belle d'ailleurs, qui était un petit peu dans cette situation. Vous aviez pris un arrêté de péril, il y avait eu, sans dévoiler, mais à l'époque vous aviez fait part qu'il y avait eu quand même un dialogue avec les copropriétaires, et ce qui a permis qu'ils engagent quand même des travaux. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre la finalité, mais il y a d'autres moyens au préalable. Vous m'avez donné le contre-exemple qu'aujourd'hui, malgré ces démarches-là, il est parfois, effectivement, la justice ne va pas jusqu'au bout de ce que vous souhaiteriez. Mais c'est vrai que voilà, je reste sur mes craintes par rapport au champ d'intervention. Et aussi, c'est compliqué parce qu'on touche à un bien, à des particuliers, et que voilà, je pense que même s'il y a une démarche de dialogue, de les accompagner pour essayer de trouver la meilleure solution, il est dommage d'en arriver peut-être à la vente. C'est ça qui me désole. Autant sur l'accompagnement de travaux, de conseils, oui. Sur le reste, je trouve que chacun est libre aussi de prendre ses décisions. Ce qui permet de rappeler à toutes et tous, mes chers collègues, qu'il n'y a pas, je l'ai rappelé, il n'y a pas de vente forcée. Ça n'est que de l'acquisition de gré à gré, personne n'est contraint. Mais parfois, des petits propriétaires de conditions modestes, n'ayant pas les moyens d'investir pour intervenir comme il conviendrait de le faire sur leur bâti, se proposent de le vendre. C'est à ce moment-là que la CIFAE peut saisir une opportunité pour de gré à gré se mettre d'accord sur un prix, mais avec la CIFAE qui va avoir une autre intention qu'un investisseur privé qui veut faire de la spéculation, en achetant un bien, en se disant « ce bien, je vais faire 4 logements dedans, et puis je vais les louer à la découpe », en déposant ou pas un permis d'aménager ou un permis de construire. On a 2 cas actuellement dans la ville de gens qui ont transformé des pavillons. Dans un cas, ils ont fait 5 logements. Dans l'autre cas, ils en ont fait 15 logements dans un pavillon. 15 logements. Et vous l'avez sous les yeux, vous passez tous devant tous les jours. Et je vous jure que celui-là, c'est un vrai marchand de sommeil. Il n'en a rien à faire de la ville. Il n'habite pas Boissy. Et les relations entre les locataires qu'il a et lui sont hyper tendues. Elles sont parfaitement illégales. Il n'y a pas de bail. Il paye en liquide. Enfin... c'est lamentable. Et ce monsieur se proposait, il n'y a pas longtemps, de déposer un permis pour agrandir le bâtiment et refaire encore des cages à lapins, j'appelle ça, moi. J'ai été moi-même saisi par un des locataires que j'ai mis sous protection en le sortant de là-dedans et en le logeant ailleurs. Et on a fait une proposition de rachat au propriétaire. Pour l'instant, le propriétaire n'a pas dit qu'il voulait vendre, on ne va pas le contraindre. Il est libre de faire ce qu'il veut avec son bien. Donc, il n'y aura pas d'obligation de vendre, mais si demain le propriétaire il fait passer une DIA, la CIFAE pourra, avec nous et avec le territoire préempté, pour acquérir le bien au prix qu'il vaut, sans spolier ce brave propriétaire,
brave, je ne le trouve pas très brave, moi, mais je dis quand même brave propriétaire. Donc il ne s'agit pas de spolier les gens de leurs biens qu'ils ont mis toute une vie à économiser et à capitaliser. Plutôt à leur apporter des solutions avec de bonnes intentions derrière plutôt que de mauvaises. Voilà. Je vous propose d'en rester là parce que on peut en parler pendant 2 heures. Est-ce que d'autres membres du Conseil souhaitent intervenir? Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? 1, 2, 3, 4. Des abstentions? Très bien. Donc la délibération est approuvée à la majorité et merci pour votre attention. Ensuite, nous avons à approuver 2 conventions de réservation pour la gestion en flux des logements sociaux. Vous savez que précédemment, on gérait les logements sociaux en stock. C'est-à-dire que l'État qui cofinance les logements sociaux détenait 40% des logements, le bailleur 40% et nous 20% au titre de la garantie des emprunts qu'on assurait aux bailleurs pour leur permettre de réaliser les constructions. Mais dans ces pourcentages, chacun avait nommément connaissance de quel logement, à quel étage, de combien de pièces, de quelle surface était de son contingent. Et la loi vient de changer. Et maintenant, cette gestion en stock qui fléchait les réservataires pour chaque logement n'est plus possible. On est passé à une gestion en flux. Donc, quand même, pour le passage de l'un à l'autre, on évalue le nombre de logements de chacun des réservataires, on leur calcule un taux de rotation, mais ça va avoir une vertu, c'est qu'avec ces conventions, nous, par exemple, on a beaucoup de grands logements dans la Griselle, des T4 et des T5, où les gens sont très stables, ils ne bougent pas, ils ne tournent pas. Et si, pas de peau, nos droits de réservation à nous, ils sont sur ces grands logements T4, T5, ce qui est le cas d'un certain nombre de résidences de logements sociaux, alors on n'a jamais d'attribution. Alors qu'avec la gestion en stock, si c'est un logement de l'État ou un logement du bailleur qui se libère, si on a 20% des logements dedans, bah, 1 fois sur 5, quel que soit le logement qui se libère, ça sera à nous de désigner le candidat. Donc ça peut avoir pour vertu, il appartiendra d'être vigilant et de vérifier que ça se traduit bien comme ça dans les faits, d'améliorer un tout petit peu la rotation des logements entre les uns et les autres et la possibilité pour nous de pousser des candidatures boisséennes sur des logements sociaux. Pour le coup, chacun des bailleurs a rédigé des conventions de gestion en flux avec des petites nuances et des petites différences tenant compte de l'identité de chacun des bailleurs. C'est pour ça que ce soir, nous avons 2 délibérations à prendre et 2 votes à faire. Une pour approuver la convention de gestion en flux avec Paris Habitat, qui détient un patrimoine conséquent sur la ville de Boissy-Saint-Léger, vous le savez tous, et une autre convention de gestion pour CDC Habitat, qui a elle aussi un patrimoine d'un peu plus de 200 logements sur la ville. Voilà, je suis susceptible de répondre à vos questions. Juste vous préciser que la commission AGF du 14 mai a émis un avis favorable à l'unanimité sur ces gestions, sur ces conventions de gestion en flux que vous aurez à m'autoriser à signer après votre vote. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Je propose de passer au vote alors. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Alors ça c'était pour Paris Habitat. Je vous fais un 2e vote pour CDC Habitat. Même vote? Merci. Monsieur Fabrice Nicolas est le rapporteur du point 9. Et il faut que j'appuie sur le bouton pour qu'on puisse l'entendre. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, le 29 juin 2018, le conseil municipal a voté l'instauration d'une taxe de séjour sur son territoire communal qui a été appliquée à partir du 1er janvier 2019.
Cette taxe s'applique aux personnes qui séjournent dans des locations de courte durée. Et conformément au Code général des collectivités territoriales, ces tarifs de la taxe de séjour peuvent être relevés chaque année, ce que nous n'avons pour l'instant encore jamais fait. Donc on propose aujourd'hui de procéder à l'actualisation de ces tarifs qui seront applicables au 1er janvier 2025. Vous avez dans la délibération 7 catégories d'hébergement qui vont du palace que nous n'avons pas jusqu'aux aires de camping-car que nous n'avons pas non plus. En fait, une seule catégorie nous intéresse, c'est l'hôtel de tourisme 1 étoile et les résidences meublées, là, tout ce qui est Airbnb, Booking, non. Et si, c'est booking.com, je crois. Donc, on avait un tarif de 0,80 actuellement et il est proposé de le passer à 0,88, donc 8 centimes de hausse proposée. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver l'actualisation des tarifs de la taxe de séjour applicable au 1er janvier 2025. Je précise que la commission des affaires techniques du 14 mai a émis un avis favorable. En fait, même si vous avez une bonne mémoire, personne ne se souviendra qu'en 2018, quand on a approuvé cette convention à l'époque, cette création à l'époque à l'unanimité, on avait fixé la tarification en fonction des différentes catégories qui, elles, n'ont pas changé, au plafond de ce qui était possible. Et d'ailleurs, depuis, est venue s'ajouter une taxe additionnelle de 10% qui est perçue par le département, elle aussi fixée au plafond. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne fait que suivre l'évolution des plafonds, puisque c'est la loi qui les fixe, les plafonds. Et donc, c'est pour ça qu'on actualise les tarifs, comme le département a pu le faire récemment, au plafond prévu par la loi pour appliquer ces nouveaux tarifs l'année prochaine. Voilà la petite précision pour les besoins de la cause. La commission AGF avait donné un avis favorable, je crois. Je l'ai précisé. Juste pour votre information, ça ne concerne pas Boissy, mais toute l'Île-de-France. Le Conseil régional, pour la période des Jeux Olympiques, veut appliquer une taxe de séjour de 100%. 100% de quoi, je ne sais pas, mais 100%. On attend de savoir. Je ne sais pas. Voilà. Bon. D'un autre côté, il y a aussi des dépenses qui sont liées aux Jeux Olympiques qu'il faut couvrir, mais bon. Monsieur Ngaliema, vous avez demandé la parole, vous l'avez. Oui. Quel est le montant reçu au titre de cette taxe pour l'année 2023 ? Je peux répondre. 25 000, 28 000 euros, mais tu as peut-être plus précisément le chiffre. 25 798 euros, mais... Excusez-moi pour l'erreur. Mais il y avait un retard de versement d'un hôtel en 2022, donc on a reçu sur l'année 2023, dans ces 25 000, une régularisation de 16 000 euros. Donc pour vous la faire simple, on avait en 2021 et les années d'avant à peu près 25 000 euros. En 2022, on a reçu 9 000 euros. Donc ça s'est rattrapé en 2023, 25 000 euros, 598. Mais si on enlève ce reliquat de l'année d'avant, ça veut dire qu'en fait, le perçu en 2023 était de 8 800 euros. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ça a diminué comme ça, sachant que les prévisions de 2024, parce qu'on a travaillé un petit peu dessus, et notamment c'est à la charge des services techniques d'aller rechercher ça, on a prévu au budget 12 000 euros. Sachant que tout ce qui est plateforme de location, en fait, ils versent directement, c'est la loi, et là, dès qu'on s'inscrit en plateforme et qu'on paye, directement, ça tombe. C'est plus difficile d'aller récupérer dans les hôtels, et c'est là qu'il faut aller chercher. Okay. Voilà. Merci. Ou chez les particuliers qui louent en Airbnb, des fois, c'est plus compliqué. Ça dépend s'ils ont déclaré à la plateforme ou pas. Enfin bon. Donc il y a une forme de fluctuation liée à la plus ou moins bonne foi et bonne volonté des gens de déclarer correctement ce qu'ils ont à déclarer. Alors, ça, c'est pas nouveau. En fait, on n'est peut-être pas soumis, nous, à une telle pression qu'il peut avoir des villes très touristiques. Très touristiques. Les plateformes, effectivement, je dis, ça paye automatiquement. Mais il existe aussi des lieux où on peut, sur Internet, louer, par exemple, de particulier à particulier, ou le Bon Coin, et on paye aux particuliers directement. Donc, c'est là où, des fois, si le particulier ne met pas en place la taxe de séjour, nous, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le deviner. Bon, c'est pour ça qu'il y a toute une armada dans des villes touristiques, parce que ça, ils savent bien repérer. Nous, c'est pas tout à fait notre cœur de métier, quoi. Voilà. Ouais. Et les enjeux ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Nous, ça représente une modeste recette d'une dizaine, une vingtaine de milliers d'euros par an.
alors que dans des villes touristiques, ça peut représenter 2 millions d'euros ou 3 millions d'euros pour l'année. Donc dans leur budget, ça pèse drôlement. Donc forcément. Voilà les explications qu'on pouvait donner. D'autres demandes de prise de parole? Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Monsieur Djengou nous parle de l'expérimentation de la fabrication et de la livraison des repas par Grand Paris Sud-Est Avenir. Je lui donne la parole. Il faut qu'il appuie sur son petit bouton. Hop. C'est bon. Le micro est ouvert. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, c'est la suite des communes comme Boissy-Saint-Léger et Bonneuil-sur-Marne qui ont souhaité rejoindre le dispositif de fabrication et de livraison des repas aux scolaires et aux personnes âgées, mis en œuvre par Grand Paris Sud-Est Avenir, donc GPSEA, sur une partie de son territoire. Ce qui a conduit les adhérents du syndicat intercommunal de restauration municipale, le CIRM, à envisager sa dissolution. Les 3 communes membres du CIRM, dont Bonneuil-sur-Marne, Boissy-Saint-Léger et Villeneuve-Saint-Georges, ont respectivement sollicité sa dissolution par délibération de leur conseil municipal du 5 avril, 16 février et 6 avril 2023. Pour rappel, la cuisine centrale de GPSEA assure déjà la fabrication et la livraison des repas et des goûters servis dans les écoles, centres de loisirs et résidences pour personnes âgées pour les villes d'Arfreville, Créteil, Limay-Breven, Noiseau et la Queue-en-Brie. C'est dans ce cadre que la commune de Boissy-Saint-Léger et son centre communal d'action sociale souhaitent communément expérimenter la fabrication et la livraison des repas par le service partagé de restauration collective de GPSEA pour les établissements scolaires et les personnes âgées à domicile en amont du 1er septembre 2024, date à laquelle ces prestations seraient confiées définitivement au service territorial de restauration. Tel sera le cas aussi pour nos voisins de Bonneuil-sur-Marne, qui vont mettre aussi cette expérimentation en place. Les repas et collations seront alors élaborés par la cuisine centrale d'Alfortville avant d'être acheminés à la cuisine centrale de Bonneuil-sur-Marne, dont les équipes effectueront, dans un second temps, la répartition et la distribution sur les différents points de livraison. Cet essai sera réalisé sur une période d'1 semaine, du 24 au 28 juin 2024, au sein du groupe scolaire Jean Prévert et l'accueil de loisirs Marolles. Pour cela, il est proposé de recourir à la conclusion d'un marché public de prestation de services sous forme d'accord cadre à bon de commande avec Grand Paris Sud-Est Avenir pour une durée limitée allant de la notification du dit accord cadre jusqu'au 31 août 2024. Donc, la commission AGF a émis un avis favorable le 14 mai 2024 et il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à signer l'acte d'engagement pour l'expérimentation de la fabrication et de la livraison de repas pour le service partagé de restauration de Grand Paris Sud-Est Avenir. Merci, Jacques. Il s'agit donc d'approuver la signature de ce marché public de prestation de services qui permet de réaliser ce test limité sur une école, un groupe scolaire et un centre de loisirs et pendant 8 jours, ce qui va permettre aussi d'éprouver
la collaboration entre la cuisine centrale du CIRM à Bonneuil et celle d'Alfortville et la complémentarité des actions entre les équipes de chaque côté. Une petite observation sur la tarification qui est indiquée dans la note. Cette tarification est une tarification exceptionnelle qui intègre juste le coût des matières premières, mais qui ne prend pas en charge, en compte un certain nombre d'autres frais de livraison de personnel de bâtiment. C'est pour les besoins du test. L'idée n'étant pas que Grand Paris Sud-Est Avenir fasse une opération financière de ce test avant une collaboration rapprochée à partir du mois de septembre. Avez-vous des questions à ce sujet? Monsieur Larger a la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce test concernera le groupe scolaire Prévert et l'accueil de loisirs Marolles. Il ne concernera donc pas la fabrication et le portage des repas aux personnes âgées. Non, pas dans un premier temps. Oui. Mais du coup, j'ai une question pour cette fabrication et le portage. Alors, le portage des repas pour les personnes âgées est assuré par le CCAS. La fabrication est assurée par le CIRM. Est-ce qu'on peut être rassuré sur le fait que le service partagé de GPSEA assurera bien l'ensemble des fabrications pour cette catégorie de bénéficiaires, sachant qu'il y a actuellement, si je ne me trompe pas, à Boissy une liste d'attente pour le portage des repas des personnes âgées. Est-ce que c'est plutôt au niveau du CIRM que ça coince? Et dans ce cas, est-ce que ça coincera au niveau du service partagé de GPSEA ou est-ce que c'est plutôt au niveau du CCAS ou pour d'autres raisons? Alors non, c'est même potentiellement, on a une très, très petite liste d'attente. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en liste d'attente pour le portage à domicile. Mais fondamentalement, dans le fonctionnement du CIRM aujourd'hui, le CIRM ne livre pas les repas des seniors. Ce sont nos aides à domicile qui vont chercher les repas à la cuisine de Bonneuil et qui les livrent ensuite chez chacune des personnes. Il faut le savoir. Alors que le service de restauration partagée du territoire effectue cette prestation de livraison directement avec son propre personnel chez les seniors. Et donc, si dans la durée de la collaboration entre le territoire et les communes, il y a une volonté d'harmoniser les pratiques dans l'avenir, on pourrait, c'est une possibilité, faire livrer les repas à partir du CIRM demain, qui aura disparu, mais qui sera géré par GPSEA directement, auquel cas, ça serait probablement plus facile d'inscrire des personnes complémentaires et de fonctionner sur une mutualisation d'un nombre de personnes dédiées à la livraison des repas auprès des seniors. Et puis, autre chose, le CIRM a le Grand Paris Sud-Est Avenir, pardonnez-moi, a une prestation plus qualitative pour les repas du soir des seniors. Le CIRM ne produit qu'une collation du soir, avec 3 ingrédients. Le CIRM produit un vrai repas pour le midi et pour le soir, avec 5... pardon, vous avez corrigé de vous-même, pardonnez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Donc vous avez corrigé de vous-même, et pour le coup, le rapprochement de GPSEA devrait nous permettre d'améliorer qualitativement, quantitativement potentiellement, la prestation à nos seniors. Vous souhaitiez peut-être compléter par d'autres choses? Pas d'autres demandes d'intervention? Il y avait donc un avis unanime et favorable, je crois, en commission. Même vote en conseil, tout le monde, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci beaucoup. C'est toujours Monsieur Nicolas qui est le rapporteur du point suivant. Hop. Ça marche. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, un groupement de commandes a été conclu entre GPSEA, 15 de ses communes adhérentes, ainsi que le syndicat mixte de traitement des déchets urbains du Val-de-Marne en 2018. Cette convention vise à optimiser les dépenses liées à des achats qui peuvent être participer à une économie d'échelle, à faciliter pour plusieurs communes
le suivi, on va dire, légal et juridique de toutes ces procédures parfois longues. Et donc, à l'origine, il y a eu cette convention qui a connu déjà 3 avenants, parce qu'au fur et à mesure des années, soit des nouveaux marchés ont été inclus, soit de nouveaux membres ont été accueillis au sein de cette convention. Ce qui nous est proposé ici, c'est un truc un petit peu complètement administratif. De nouvelles propositions ont été faites donc, sur un avenant numéro 4. Donc, on va être amené à demander à Monsieur le maire de pouvoir signer cet avenant numéro 4, sachant que c'est un avenant qui, pour certaines choses, ne nous concerne pas, puisque nous avons déjà des marchés au sein de la ville de Boissy, concernant notamment les produits d'entretien, l'achat de fournitures de bureaux, de papier et d'enveloppes, et aussi les denrées alimentaires, puisque on vient de parler de la cantine. Évidemment, c'est pas nous qui faisons les repas dans les écoles, mais on a quelques denrées alimentaires qu'on doit acheter, notamment pour la petite enfance. Voilà, donc en fait, ce qu'il est proposé, c'est d'adopter l'avenant numéro 4, tout en précisant que la ville ne participe pas, en fait, à 3 marchés, ceux que je viens de vous citer. La commission des affaires générales du 14 mai a émis un avis favorable. Souhaitez-vous poser des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Unanimité? Pas d'abstention non plus? Merci. Le point 12 concerne l'approbation d'une grille de loyer pour les logements que nous avons créés au 15 rue de Paris, puisque on sait qu'il y a encore des gens qui rencontrent des difficultés d'ordre économique et ou familial, et parfois les deux. Et vous savez tous qu'on a acheté le bâtiment complet du 15 rue de Paris, qu'on y a érigé et ouvert la boutique éphémère, qu'il y avait un beau logement T2 qualitatif qu'on a maintenu, mais qu'il y avait un autre logement qui était un peu, qui était très grand, très vaste, sur 2 étages, mais qui était pas en bon état du tout. Et à l'intérieur de ce logement, on en a créé 4. Des petites surfaces de 26 mètres carrés à 66 mètres carrés pour venir compléter le T2. Et donc, du coup, aujourd'hui, les travaux s'achevant, on va pouvoir proposer à la location ces biens, et Dieu sait s'il y a des besoins en matière de logement à Boissy comme ailleurs. Mais pour ça, il faut qu'on crée un tarif, et on propose de le faire avec des prix modestes pour des petits logements de 10 € du mètre carré et de 9 € pour le T3 de 66 mètres carrés, suivant la grille qui vous est proposée, pour pouvoir signer des conventions d'occupation précaire. Donc ce sont des redevances qui ne pourront pas bénéficier des APL, ce qui sera précisé dans la convention. Et pour ne pas inciter les gens à y rester pour la vie, comme c'était le cas de nos précédentes conventions d'occupation précaire, une majoration de 10% la 4e année, de 20% la 5e et de 30% la 6e année. Et donc, il vous est proposé ce soir d'approuver cette grille de tarifs pour ces logements, la commission AGF ayant émis un avis favorable le 14 mai dernier. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Monsieur Larger d'abord, Madame Issel ensuite, ou l'inverse, comme vous voulez. Madame Issel, priorité à ces dames. On vous écoute, Pascal. Merci, Monsieur le maire. En fait, j'avais une question donc concernant. J'ai bien compris qu'on pouvait renouveler une fois, ensuite que les coûts augmentaient jusqu'à 30% au bout de 6 ans. Et si malgré ça, au bout de 6 ans, la personne s'y trouve bien et ne veut pas partir, qu'est-ce qu'on fait? Si tant est qu'on puisse faire quelque chose. Ces logements ont vocation à nous permettre de faire patienter des gens pour les faire évoluer vers ce qu'on appelle des logements de droit commun. Des logements sociaux s'ils y sont éligibles, des logements locatifs intermédiaires,
ou tout type de logement, y compris dans le parc privé. Et donc, on n'a jamais mis personne à la rue, parce que si on vient en aide socialement à des gens, c'est pas pour les mettre à la rue, sans solution de relogement. Mais c'est vrai que même si les gens s'y plaisent, à un moment donné, il faut qu'ils quittent ce logement avec convention d'occupation précaire pour se stabiliser de manière définitive dans un vrai logement de droit commun. Et donc, c'est la vocation de la forme de tarification qui est à la fois incitative. On est bien, mais ça devient trop cher, donc on est plus motivé à bouger. Et puis, ça nous donne aussi du temps pour, compte tenu des délais pour se faire attribuer un logement social aujourd'hui, il vaut mieux avoir un peu de temps devant soi pour pouvoir convenablement accompagner les gens. Voilà. Monsieur Larger. Merci, oui. Juste une précision. Je pense connaître la réponse, mais peut-être que la réglementation a évolué. Ces conventions d'occupation précaire ne permettent donc pas pour les occupants de percevoir l'APL, mais ils ne leur permettent pas non plus, ou ils ne leur permettaient pas de bénéficier des chèques énergie. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est bien toujours le cas. C'est une des raisons qui nous a poussé à individualiser un comptage électrique pour un logement de la ville qui n'était pas éligible à ces aides, de façon à ce que le locataire, qui a maintenant un bail, et qui à ce titre peut percevoir l'aide à l'énergie, mais pour que le locataire souscrive lui-même son contrat de fourniture d'énergie et soit doublement éligible à l'aide. Donc on peut jouer sur les deux critères, le type de bail ou de convention, mais aussi l'individualisation des compteurs qui permet au locataire d'avoir son propre abonnement et donc d'être éligible à l'aide à l'énergie, au chèque énergie. Pascal, vous voulez la parole? Pardonnez-moi, je pensais que vous aviez terminé. Je vous la redonne volontiers. Merci, ça marche. Oui, en fait, j'ai peut-être un peu mal posé ma question parce que, du coup, quand on reconduit les conventions, c'est une reconduction par tacite reconduction ou c'est renégocié, revu avec les deux parties tous les ans. Et du coup, suite à ça, est-ce que l'attribution de ce logement avec une convention d'occupation précaire est liée aux ressources? Je veux dire par là que quelqu'un qui aujourd'hui est dans de la difficulté et va pouvoir bénéficier de cette COP, si dans 2 ans, il a trouvé un très bon travail, il ou elle d'ailleurs, a trouvé un très bon travail et peut prétendre à des logements, on va dire, dans le parc privé, il sera peut-être tenté, malgré tout, de rester dans ces logements qui ont quand même pour vocation d'aider les plus démunis. Je ne vous cacherai pas qu'il y a quand même un petit risque, mais on fait tout pour que ça n'arrive pas. La convention, elle est d'abord signée pour 2 ans, puis ensuite, elle est renouvelée chaque année. Et chaque année, on fait un point avec les occupants pour essayer de voir les opportunités de les faire évoluer vers un logement de droit commun, comme je l'indiquais. Donc, il y a un travail à faire, c'est sûr. Là, on sait très bien que dans des logements de cette taille-là, on va loger 3 femmes seules, 2 femmes avec un enfant et une avec 2 enfants, compte tenu de la taille des logements. Et on sait que elles ont besoin souvent, à la suite de ruptures familiales, d'un temps pour laisser le divorce se faire, séparer éventuellement les biens, se désengager d'un bien immobilier qui leur interdisait l'accès au logement social, et que cette période de 2-3 ans, elle va leur permettre de faire ça, et après qu'elles seront contentes de repartir. En fait, sur la quarantaine de logements qu'on avait avec des conventions d'occupation précaire, on n'a que 2 ou 3 cas de gens qui sont restés au-delà des 6 ans. On en a très très peu, parce que il y a tout cet accompagnement qui se fait aussi autour des personnes, et il faut proposer de belles opportunités. C'est pour ça qu'il faut continuer de construire un tout petit peu de logements sans excès, de manière raisonnée, comme on disait tout à l'heure. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ou de questions? Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, unanimité? Merci.
Je redonne la parole à Fabrice Nicolas pour le point 13. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, nous avons pu faire le constat sur la ville de Boissy que le mobilier urbain, principalement abribus, panneaux d'affichage, était vétuste et qu'il méritait d'être modifié. Donc il va falloir faire un marché, mais c'est un marché un peu particulier qui est proposé. C'est-à-dire qu'on va proposer une délégation de service public, une DSP, c'est-à-dire qu'on va demander à une entreprise de poser pour nous le mobilier, de les acheter. C'est-à-dire que nous, on ne dépense rien. La contrepartie, c'est que c'est eux qui gèrent les ressources publicitaires qu'il y aura sur les différents abribus, par exemple. Et donc, cette démarche un peu particulière nous demande, avant qu'on puisse rédiger ce marché, de demande au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à passer ce type de convention. Voilà. La commission des affaires générales du 14 mai a émis un avis favorable. J'ai fait court, mais je pense que c'était clair. Contrat de concession de service, c'est comme ça que ça s'appelle, qui permet à la fois d'assurer l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale des mobiliers urbains, avec cette précision qu'au terme du contrat, les mobiliers nous reviennent gratuitement en pleine propriété à nous, la ville. Et donc la vertu, c'est de pouvoir tout mettre à neuf à un moment donné de manière assez rapide et instantanée, d'uniformiser aussi les mobiliers, ce qui pour le cadre de vie est quand même pas mal, parce qu'il y a des mobiliers très différents, parce qu'ils se sont installés au fil du temps et parfois avec des modèles différents. Là, l'intérêt, c'est que dans le marché, on définit un modèle avec des qualités, des propriétés, des équipements qui nous permettent d'avoir quelque chose de propre d'ici la fin de l'année, on l'espère, puisque si on lance, si ce soir le Conseil donne un avis favorable et qu'on lance le marché dans les jours prochains, ça veut dire qu'on l'attribuera à la fin on attribuera un marché à la fin de l'été, fin août, début septembre, avec la nécessité pour le prestataire qui aura été retenu de mettre en œuvre les choses d'ici la fin d'année. Avez-vous des questions à ce sujet? Oui, Fabrice, tu veux compléter? Vas-y. Oui, un détail qui est loin d'être anecdotique. C'était donc un marché particulier qui va être passé, mais pour que, évidemment, l'attributaire du futur marché soit intéressé à répondre, faut qu'il ait le temps de se rembourser. Donc c'est un marché qui est sur 15 ans. Merci pour la précision. Madame de Souza. Oui, je vous remercie. Je vais aussi un petit peu réitérer ce que j'ai pu dire lors de la commission. La vigilance à avoir sur ce type de marché par rapport aux sociétés effectivement qui peuvent candidater et des conditions dans lesquelles cette concession sera passée. Je regrette vraiment, là pour le coup, qu'on ne fasse pas partie de la commission d'appel d'offres parce que j'aurais apprécié de pouvoir consulter les différentes offres sur ce marché. Voilà. Dont acte, et c'est vrai que je vais vous redire, je vais vous refaire la même réponse que je vous avais faite en commission. Comme vous, on espère qu'on ne tombera pas sur un major, sur une grosse entreprise publicitaire qui n'en a rien à faire des petites communes et du petit bout de marché que représente Boissy-Saint-Léger, mais plutôt sur potentiellement des entreprises locales qui existent, qui sont sérieuses, qui sont compétentes, avec lesquelles on contractualisé récemment des villes de droite comme des villes de gauche aux alentours. Mais on ne peut pas présumer des offres qui seront faites et il conviendra qu'on les analyse en parfaite équité entre les uns et les autres. Mais ouais, moi aussi, je suis comme vous, je préférerais tomber sur un petit ou un moyen que sur un gros. Parce que les gros, finalement, ils n'ont pas besoin de nous, je crois, pour vivre. Monsieur Larger veut la parole à son tour. Oui, par rapport à
à la proximité ou au côté local de l'entreprise, on avait évoqué la possibilité d'inclure dans les conditions, dans le cahier des charges, le fait que l'entreprise devait pouvoir réagir très rapidement pour réparer un mobilier abîmé, et que cette rapidité a une conséquence immédiate, c'est qu'il doit avoir des locaux tout près. Donc, ces clauses existant dans le marché devraient favoriser des entreprises locales. Ouais. J'aime pas le terme favoriser, mais en tout cas, devrait faciliter l'accès au marché à des entreprises locales. Toutes ces remarques que vous avez pu faire les uns les autres en commission ont été soigneusement notées et vont intégrer dans les clauses du marché. Parce qu'effectivement, c'est un moyen, sans trafiquer un marché, de donner des chances à des plus petits candidats que d'avoir des délais de réponse que permet la proximité plus facilement que pour des grosses boîtes qui ont des plateformes monstrueuses loin et qui n'ont pas la même réactivité. Donc bien sûr, et puis dans les critères d'évaluation, le prix ne faisant pas tout, c'est pareil entre la note technique et la note sur le prix. On sait très bien que ça peut être modulé de telle sorte d'équilibrer les deux, les compétences et le prix, et de donner la chance à tout prestataire d'être potentiellement attributaire de ce marché. C'est ainsi qu'il sera fait. Pas d'autres questions, mes chers collègues. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, avec le pouvoir. Merci. Odile, non, d'abord Pierre Chavignet, je crois, hein, qui est rapporteur du point suivant. Il faut juste que j'appuie sur le bon bouton une fois qu'il a appuyé sur le sien. Tac, ça marche. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, donc il s'agit en fin de compte d'une subvention à accorder à l'association Les Compagnons d'Armes. La note qui a été mise à votre disposition rappelle l'importance et l'utilité du mouvement associatif et l'ensemble des actions qui sont menées par la ville, que ce soit en termes de mise à disposition d'équipements, d'aide à la réalisation de certains projets et bien évidemment le soutien financier sans lequel très souvent ces associations ne pourraient pas mener à bien leurs activités. Concernant l'association Les Compagnons d'Armes, c'est celle qui pratique l'escrime médiéval, donc ça nous permet d'avoir une offre sportive particulièrement, je dirais, originale, qu'on ne trouve pas dans toutes les villes. Et cette association, c'est très souvent, à chaque occasion que nous avons pu les solliciter, joint à nous pour animer différentes activités dans le cadre des actions qui sont menées par la ville. Ils en sont d'autant plus méritants que la plupart des membres de l'association ne sont pas boisséens. Donc vous avez tous eu l'occasion de pouvoir voir la qualité de leur travail d'une part et de leur investissement d'autre part. Toute association qui bénéficie d'une subvention doit signer un contrat d'engagement républicain, vous le savez. Et donc, il est rappelé aussi dans la note les éléments constitutifs de ce contrat républicain. En fin de compte, on est amené à faire cette demande parce qu'il y a eu un oubli. Je ne saurais pas vous dire si ça venait de nos services ou si ça venait d'eux par rapport à un petit retard, mais je pense que vous serez tous d'accord pour que la ville continue d'accorder son soutien à travers cette subvention à l'association des Compagnons d'Armes. Avez-vous des questions à ce sujet? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité. Madame Odile Bernardi a la lourde responsabilité de conclure notre séance en présentant le dernier point. Nous lui donnons la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce point vise à ajuster et à créer 2 tarifs. Alors, concernant le premier tarif, quelques explications concernant le dispositif mis en place par le Centre national du cinéma, qui propose d'aborder le cinéma en tant qu'art pour contribuer à l'éducation artistique et culturelle des élèves. Il sert également à faire découvrir des œuvres cinématographiques choisies en fonction de l'âge des élèves, de rencontrer des professionnels du cinéma et de bénéficier d'une partie
d'une pratique artistique via des ateliers. Je précise que les élèves de CE1 et CE2 de l'école Jacques Prévert reçoivent des intervenants en ce sens depuis 8 jours et qu'ils en sont très contents, et les enseignants également, et que l'école Jean Rostand devrait bénéficier de ces mêmes ateliers avant la fin du mois de juin. Les films présentés sont majoritairement classés art et essai. Chaque film est accompagné d'un livret pédagogique pour l'enseignant et de fiches de travail pour les élèves. Lors du congrès de la Fédération nationale des cinémas français, les exploitants de salles ont émis le souhait que le tarif correspondant à collège au cinéma soit revu à la hausse. Donc il était de 2,50 € et ils ont souhaité que ce tarif soit réévalué. Donc le comité de pilotage qui gère ce dispositif a évalué le nouveau tarif pour la rentrée 23-24 à 2,80 € et nous sommes donc amenés à nous ajuster, à ajuster notre grille tarifaire en ce sens. Donc ça, c'est pour le premier tarif. Ensuite, nous devons créer un tarif correspondant au Festival de Marne qui se tient fin septembre, début octobre et que la ville de Boissy reçoit depuis l'année dernière. Ce festival a un tarif également fixe de 6 € qui est décidé par le Festival de Marne, par l'organisation du Festival de Marne, et nous devons donc, nous, également créer cette ligne tarifaire dans nos livres. Et en ce qui concerne le troisième tarif, c'est une proposition tarifaire concernant le Week-end du Rire. Le prix d'un billet de tarif plein pour les spectacles est de 14,50 €. Et afin de faciliter l'accès à ces spectacles, donc au spectacle du Week-end du Rire à un plus large public, il vous est proposé de créer un billet à 20 € qui permettra au public de pouvoir voir 2 spectacles. Et je tiens à préciser que les autres tarifs pour le cinéma et le spectacle restent inchangés. Donc il vous est demandé d'approuver la modification de ces tarifs. Merci. Et la création pour le dernier. Et la création pour le dernier. Avez-vous des observations, des remarques, des questions? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Parfait. Notre ordre du jour étant épuisé, je pose la question de savoir si quelqu'un dans le public souhaite s'exprimer, poser une question. À défaut, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée et rendez-vous au mois de juin. À très bientôt. Au revoir et bonsoir à tous.